Non, c'est bon, je Oui, commence. oui, c'est bon. Voilà, donc je me présente, c'est Madame Fella Brouch Wahdi, je suis enseignante à l'EHEC, École des hautes études commerciales. Donc j'interviens dans cette réunion, dans cette visioconférence, dans le système de management de la qualité dans les établissements de santé. Ce n'est pas la première fois que j'interviens dans ce secteur, puisque à l'ENMAS, nous avons déjà assuré des formations pour les chefs d'établissement hospitaliers. C'était aussi dans le cadre d'une formation PGS. Notre intitulé aujourd'hui, c'est le système de management de la qualité, comme vous venez de le constater, selon la norme ISO 9001 version 2015. Jusqu'à présent, en Algérie, on travaille encore avec la version 2015, puisque prochainement, Inch'Allah, il y aura la version 2026 de la série ISO 9001 et on va voir les nouveautés qu'elle va ramener cette nouvelle version. En tout cas, pour commencer déjà, il faut présenter le concept de la qualité, puisqu'on va bien sûr consacrer cette séance à un système de management de la qualité. Donc, c'est bien d'introduire la notion de la qualité dans le langage courant pour toute personne dans la société, aussi pour les acteurs économiques. Ensuite, on va voir la qualité dans les établissements hospitaliers, dans les établissements de santé et la qualité hospitalière d'une manière générale. Donc, c'est vrai que la qualité est souvent associée à quelque chose de bon, de fiable, de haut de gamme. Et pour les acteurs économiques, elle est liée beaucoup plus à la satisfaction du client, à la conformité aux normes et à la performance du produit ou du service. Parce que dans le monde économique, nous avons bien sûr le client à qui on doit rendre compte en premier lieu, mais nous n'avons pas que le client, nous avons des fournisseurs, nous avons des partenaires, des actionnaires, le personnel interne, donc comme tout établissement de santé, comme tout hôpital. Donc vous avez votre personnel interne, vous avez en premier lieu les patients qui doivent être satisfaits. Donc il y a toujours cette obligation de satisfaire les attentes du client ou du patient, les attentes des collaborateurs, les attentes des partenaires. Et c'est pour ça qu'on parle toujours de conformité aux normes, car la norme, c'est un cadre réglementaire et elle précise un certain nombre de conditions et de critères. Alors, pour continuer dans ce concept de la qualité, c'est bien de se référer à quelques définitions importantes. Donc, la qualité est l'ensemble des propriétés et caractéristiques d'un produit, processus ou service qui lui confère l'aptitude de satisfaire des besoins exprimés ou implicites. Mais je peux bien sûr prendre une définition plus exacte, plus académique, qui est justement l'ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude de satisfaire des besoins explicites et non explicites. Avec cette définition, nous revenons un petit peu à ces notions de base. Donc, nous avons l'ensemble des caractéristiques, nous avons l'entité, nous avons aussi la notion de l'aptitude et nous avons la notion des besoins explicites ou implicites. Alors, si je prends en considération ou comme exemple l'ensemble des caractéristiques, je vais me focaliser sur un ensemble de caractéristiques liées à la technique, à la fonctionnalité, à l'esthétique, au relationnel, etc. Donc, sur le plan technique, je voudrais bien que le produit ou le service dont je cherche soit performant, soit durable, soit fiable aussi. Si je parle de fonctionnalité, donc je voudrais bien que le produit que je cherche facilite l'installation, facilite aussi l'entretien, la maintenance peut-être. Sur le plan esthétique, je voudrais bien qu'il y ait des aspects bien respectés, comme le couleur, par exemple, comme le design, etc. Et sur le plan relationnel, je voudrais bien que, bien sûr, le produit ou le service dont je vise assure l'hospitalité, par exemple, la courtoisie, etc. Alors, si je prends le mot entité, l'entité dans cette définition peut prendre plusieurs formes. Donc, je n'ai pas associé la définition de la qualité juste à un produit ou à un service, je l'ai associé à une entité. L'entité peut avoir la forme d'un système,
avoir peut-être une organisation, peut-être une entreprise, un hôpital, un établissement, un institut. Donc, l'entité peut avoir plusieurs formes. Pour cela, donc, nous avons essayé de positionner cette définition ISO 8402 parce qu'elle est plus globale, elle touche à tous les aspects, à toutes les caractéristiques et elle prend toutes les formes de l'entité. On va vers le mot aptitude. Donc, dans la définition ISO 8402, qui est considérée comme une définition académique, on n'a pas parlé de capacité, on a parlé d'aptitude. Le mot aptitude, il est plus vaste, il est plus générateur de caractéristiques que le mot capacité. On va voir ce que j'appelle aptitude, à quel aspect je dois m'intéresser et quelles sont les différentes variables qui m'intéressent. Alors, l'aptitude donne considération à l'aspect, à la dimension, au poids, à la résistance, à la couleur. Elle donne aussi importance à la performance, à la durabilité, à la fiabilité. Elle donne importance aussi à la facilité d'installation, d'opération, d'entretien ou de préparation, à l'adaptabilité, l'interchangeabilité, modularité, aussi la stabilité, l'homogénéité et la similarité. Donc là, déjà, avant de continuer tous les aspects de l'aptitude, je suis en train de remarquer, je suis en train de constater que ça touche à un produit, à un service, toutes ces caractéristiques, toutes ces dimensions touchent à un service, touche aussi à un produit, touche à un système, à un logiciel, à une institution, à une organisation. Donc, je ne peux pas me focaliser uniquement sur les produits. Donc, on continue justement les aspects de l'aptitude. On parle aussi de stabilité, d'homogénéité, de similarité. Dans les cas des services, je peux parler d'hospitalité, de courtoisie, de propreté, d'ambiance, de clarté. Même la clarté des contrats, elle est aussi une exigence en termes de la qualité, surtout pour les entreprises de services. Et bien sûr, dans cette liste, on peut intégrer encore d'autres aspects très, très importants, mais bien sûr, nous sommes limités à ces aspects pour dire que le champ d'investigation de la qualité, il est très large, il est très global, et il comprend plusieurs dimensions, plusieurs variables en même temps. Et aussi, dans la définition de tout à l'heure, on a parlé de caractéristiques, on a situé les caractéristiques, on a situé l'aptitude, l'entité, et nous allons situer actuellement les besoins en termes explicites et implicites. Pourquoi? Parce que parfois le besoin est bien exprimé par son demandeur, par le client, par le patient. Parfois, quand on a affaire à des patients ou ordinaires, surtout si on ne travaille pas directement avec des professionnels, le patient, parfois, il n'arrive pas à exprimer d'une manière très claire son besoin. Donc, c'est à nous de faire l'effort, de comprendre les besoins de ce patient, les attentes de ce patient et lire après ce qui est exprimé, au-delà de ce qui est exprimé. Et donc, on parle de besoins non explicites ou non exprimés. On l'appelle aussi besoin implicite. C'est un besoin peut-être qui va venir avec le temps, donc il est latent, mais nous, en tant que professionnels dans le domaine, nous devons prendre en considération toutes les catégories de besoins. Très bien. Alors, il y a une roue qui est très connue dans le domaine de la qualité. Bien sûr, nous sommes référés en premier lieu à la définition académique de l'ISO par rapport à la qualité. C'est la définition ISO 8402. Mais il est important de prendre en considération la définition, la signification de la qualité pour Edward Deming. Edward Deming, qui est nommé comme le père de la qualité, il a associé la qualité à l'amélioration continue. On ne peut pas arriver à avoir de la qualité, avoir un système de management de la qualité au sein de n'importe quel établissement, de n'importe quelle entreprise, de n'importe quelle institution, sans la réalisation et la mise en place des actions d'amélioration continue. Donc, pour Edward Deming, l'amélioration continue
continue correspond à la mise en place d'une roue qui s'appelle la roue PDCA. Alors, si je vois ici les différentes actions, les différentes activités que contiennent cette roue, ce sont les activités managériales classiques, donc la planification, le déroulement, la vérification et la réaction. Pour Edward Deming, P signifie plan, donc planifier les actions que nous devons réaliser pour faire de la qualité, donc réaliser ces actions sur le terrain. Bien sûr, le C, c'est check, donc assurer une vérification de nos actions, si elles sont bien mises en place, si ces actions arrivent à réaliser les objectifs de l'entreprise ou de l'établissement, et puis assurer de l'amélioration par rapport à ça. D'ailleurs, si vous remarquez cette roue, vous avez un socle ici. Le socle empêche la roue de revenir en arrière. C'est-à-dire que si l'organisation, l'établissement, l'institution continue à progresser dans la mise en place de cette roue, c'est-à-dire assurer les actions d'amélioration continue dans le temps, elle est sûre de ne pas pouvoir revenir en arrière. Elle est sûre de continuer le progrès, de continuer le développement à travers le temps. Et donc, c'est ça qu'on cherche en fait dans un système de management de la qualité. Si aujourd'hui, tous les établissements, toutes les institutions cherchent à mettre en place ce système avec une version 2015 ou prochainement avec la version 2026, etc., c'est justement pour assurer cette amélioration continue. Et comme sous-système au système de management de qualité, nous avons le système de traçabilité. La traçabilité assure à l'entreprise l'enregistrement de toute action. Aujourd'hui, avec les systèmes de numérisation, digitalisation, le système de traçabilité est en explosion. En fait, il y a un système documentaire qui doit accompagner tout système de management de qualité. Et autrefois, les organisations se plaignaient un petit peu de la lourdeur documentaire des systèmes de management de qualité parce qu'il faut des procédures écrites, il faut des enregistrements, il faut des manuels qualité spécifiques à votre référentiel. Et là, avec la digitalisation, numérisation, aujourd'hui, les systèmes de traçabilité sont devenus plus souples, d'accord, plus faciles à monter, plus faciles à tenir, plus facile à préserver. Bien sûr, en ayant un centre de big data avec la densité informationnelle que contient, avec tous les documents que l'organisation doit voir pour la mise en place de son système et pour l'obtention de sa certification. Mais c'est devenu possible avec la digitalisation. D'ailleurs, si on parle aujourd'hui de composantes du système de management de qualité, contrairement à quelques années il y a, pour les normes, les versions 2000, les versions des années 90, lourdeur des documentaires, pardon, était un inconvénient pour toutes les organisations qui veulent se faire certifier. Aujourd'hui, déjà en termes d'exigence de chapitres, de composantes du système, le système lui-même est devenu plus souple et les organisations aujourd'hui assurent des composantes différentes des composantes qu'on avait quelques années avant ça. Et dans ces composantes, nous avons la maîtrise de la qualité qui a toujours existé. La maîtrise de la qualité, c'est synonyme à la conformité objective, c'est-à-dire toute organisation doit avoir un référentiel auquel elle doit se conformer. L'assurance qualité, c'est une conformité subjective parce que derrière les normes, il y a toujours des attentes, des goûts, des préférences qui expriment un aspect subjectif, mais l'organisation, vu qu'elle met en place le système pour satisfaire ses clients, ses patients, donc elle doit prendre en considération les attentes subjectives. Alors, dans ce système, il y a
aujourd'hui une troisième composante qui est l'amélioration continue. Pourquoi l'amélioration continue? Parce que on se réfère un petit peu à cette roue, la roue de Deming, qui oblige l'entreprise de mettre en place des actions managériales tout en assurant les actions d'amélioration continue. C'est-à-dire, c'est un peu s'améliorer même si tout va bien. Donc, on est obligé d'améliorer notre contexte. Nous sommes obligés d'améliorer l'environnement de travail, nous sommes obligés d'améliorer les conditions de travail, aussi apporter des améliorations sur le service lui-même, sur le produit, sur l'entité, quelle que soit sa forme. Et cette amélioration permet aux organisations de se dresser sur le chemin de l'excellence, en fait. Si on n'améliore pas les choses, on ne peut pas continuer à progresser ni à se développer. La quatrième composante dans le système de management de qualité, quelle que soit l'organisation qui cherche à mettre en place ce système, c'est l'innovation, les aspects innovationnels. Aujourd'hui, dans le domaine de la santé, nous avons beaucoup d'innovations qui changent les systèmes de santé, qui changent aussi les procédures dans les établissements hospitaliers, etc. Et comme nouvelle composante, normalement, ça va se concrétiser davantage avec la nouvelle version qui va apparaître pour très bientôt, Inch'Allah, 2026, c'est la cinquième composante qui est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les systèmes de management de qualité intègrent l'intelligence artificielle pour bénéficier de l'apport positif de cette intelligence, surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les systèmes de traçabilité, pour la digitalisation du système, pour la numérisation, etc. Alors, en fait, si on se situe par rapport à ce système, il y a le management de qualité ISO avant 2015 et aujourd'hui en 2015, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à présent, tous les organismes, toutes les institutions en Algérie travaillent encore avec la version 2015. Donc, si on observe ici un peu l'évolution, donc nous avons par exemple à partir de 87, donc la 9001, pardon, la 9001 dans les années 87, c'était beaucoup plus des procédures à mettre en place. La 9001 dans les années 94, c'était des actions préventives. Les actions préventives, vous êtes mieux placé pour connaître l'apport positif, la contribution positive des actions préventives. Aussi, dans l'an 2000, donc il y a eu carrément un changement de structure. La norme en elle-même, qui était présente dans les années 90, a changé de structuration. Donc, ce n'est plus le même chapitre, ce n'est plus les mêmes composantes. Au lieu d'avoir 18 chapitres, comme on l'avait déjà pour les modèles de normes dans les années 90, 80-90, donc, à partir de 2000, on parlait uniquement d'une seule norme et les 18 chapitres ont disparu pour faire apparaître de nouveaux chapitres. 8 chapitres étaient considérés dans la version 2000 et les chapitres étaient beaucoup plus appuyés sur le processus approche PDCA. À partir de 2008, donc, on a jumelé deux chapitres dans le système. On va voir ces chapitres. On les a jumelés dans un seul chapitre. Et au lieu d'avoir 8 chapitres, on a travaillé uniquement, donc on a fait apparaître uniquement 7 chapitres. Et les 7 chapitres sont restés jusqu'à la version de 2015 et continuent d'exister. Ce sont les mêmes chapitres. On va voir justement les changements pour 2026. Alors, bien sûr, le système de management de la qualité a changé. Donc, après avoir misé sur l'efficacité, aujourd'hui, le système envisage l'efficacité et l'efficience. Si je reviens sur ces principes, sur ces indices, donc l'efficacité, c'est la réalisation des objectifs à moindre coût. Et l'efficience, c'est le dépassement des objectifs. Donc, ce que nous envisageons de la mise en place du système de management de qualité aujourd'hui est plus exigeant que ce qu'il était auparavant. Aujourd'hui, on gère les risques et les opportunités pour ne pas uniquement être efficace, mais plutôt être efficient. Donc, dépasser les objectifs
Même si il y a toujours une mise en place d'une politique qualité, il y a toujours la recherche de la satisfaction du patient, il y a toujours la participation de toute l'entreprise, d'accord, pour l'établissement de la démarche. Yani, tout le monde doit participer pour mettre en place ce management de la qualité, ce système qui s'appuie sur la réflexion de Deming ou PDCA, qui s'appuie aussi sur 5 composantes qui sont la maîtrise, l'assurance, l'amélioration, l'innovation et la digitalisation ou l'intelligence artificielle, et bien sûr qui compte comme chapitre, comme exigence, cette exigence. Alors, les exigences sont les suivantes. Nous avons comme première exigence l'orientation client. Donc, tout le système de management de qualité mis au sein de l'établissement doit viser l'orientation client. Donc, dans votre cas, c'est l'orientation des patients, des malades. Et bien sûr, l'orientation client veut tout simplement signifier la prise en charge totale de toutes les attentes et les besoins des patients. Ensuite, vous avez bien sûr la notion de leadership. Alors, leadership, c'est c'est ne pas, bien sûr, imposer les décisions. Au contraire, c'est faire participer tout le monde. Tout à l'heure, j'ai dit que la qualité, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, il faut faire participer tout le monde pour intégrer le processus de mise en place du management de la qualité, pour intégrer cette démarche qualité appuyée, bien sûr, par les outils, par les méthodes qui existent, mais on demande la participation de tous les collaborateurs. Il faut bien sûr quelqu'un qui a la capacité d'animer, qui a la capacité de mener le groupe pour le changement. C'est-à-dire tous ces acteurs sont des acteurs de changement, mais il y a toujours quelqu'un qui doit mener ce groupe pour la réalisation des objectifs et pour l'anticipation des changements. Nous avons aussi, après cela, nous avons la notion d'implication du personnel. C'est la deuxième exigence dans ce système de management de qualité. Donc, nous avons l'implication du personnel. Donc, nous avons un groupe de collaborateurs et ce groupe doit diffuser la culture de la qualité, la culture de ce système dans toute l'entreprise pour permettre à chacun de participer activement dans le système de management de la qualité. Nous avons aussi comme quatrième exigence l'approche processus ou l'approche processuale. Donc, justement, par rapport à la version 2008, pardon, l'approche processuale était séparée de l'approche systémique. Mais vu la complémentarité qui existe entre un système et un processus, nous avons associé, nous avons fait une association en fait, on a associé les deux approches, approche systémique, approche processuale dans ce management, dans ce système de management. Bien sûr, après, nous avons cinquième exigence, l'amélioration continue, d'accord? Donc, nous avons l'amélioration qui se présente comme étant une approche appuyée par la roue PDCA, par la réflexion de Deming, parce que tout à l'heure, nous avons dit, on ne peut pas continuer à faire de la qualité si on ne met pas en place des actions d'amélioration continue. Aussi, nous avons cette sixième exigence qui s'appelle la prise de décision fondée sur quoi? Alors, la prise de décision, elle est fondée sur des preuves. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre une décision sans pour autant avoir comme, par exemple, avoir comme disponible un système d'information fiable. Donc, l'information est une preuve et toute organisation doit structurer ses décisions sur des informations fiables. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ramasse des informations, on doit collecter des informations à partir de notre écosystème. Et ces informations vont servir, si elles sont bien traitées, bien sûr, elles vont servir pour la bonne décision, pour prendre la bonne décision. Et en dernier, bien sûr, nous avons cette notion de management de relations avec les parties intéressées. Autrefois, cette exigence était appelée management des relations avec les fournisseurs. Aujourd'hui, l'entreprise ou l'institution n'a pas que des fournisseurs. Elle a déjà en premier lieu les clients,
Donc, votre cadre, je reviens toujours à votre cadre, donc c'est les patients. Vous avez les fournisseurs, vous avez les actionnaires de votre établissement ou de votre institution. Vous avez aussi les différents partenaires dans votre écosystème. Donc, il faut bien sûr manager la relation parce que si le client exige une qualité de produit, par exemple, le partenaire exige une qualité relationnelle. Le partenaire exige une qualité de méthode de travail. Donc, vous avez à rendre compte à tous les partenaires avec vous, à tous les parties intéressés pour mieux mettre en place votre système et assurer la réussite de votre système, de la mise en place de votre système, assurer aussi la continuité dans la réalisation de la qualité. Alors, les exigences générales de la norme ISO 9001, alors en termes d'exigences, on peut les appeler aussi chapitres, nous avons 10 exigences. Nous avons le chapitre 1 qui traite du domaine d'application. C'est beaucoup plus par rapport à votre contexte. Le chapitre 2 qui traitera des références normatives. Le chapitre 3, c'est les termes et définitions qui concerne votre système mis en place. Le chapitre 4, c'est le contexte de l'organisme, d'accord? Et bien sûr, tout à l'heure, on va voir des exemples bien concrets de chaque chapitre. La notion de leadership dans le cinquième chapitre, comme nous l'avons vu comme étant une composante, nous la voyons aussi comme étant un chapitre principal à la mise en place du système de management qualité. Nous avons aussi le chapitre planification, le chapitre des supports, les réalisations des activités opérationnelles, l'évaluation des performances, parce que tout système de management qualité aujourd'hui doit assurer la performance. Et donc, avant de l'assurer, il faut passer par un système de mesure, par une analyse, par une évaluation pour décider le niveau de performance du système et bien sûr assurer la continuité du système par la mise en place des actions d'amélioration. Très bien. Donc, si je présente ces exigences sur la roue de Deming que nous avons présenté tout à l'heure, nous avons comme référence, bien sûr, le chapitre 1, 2, 3. Pourquoi? Parce qu'il concerne les domaines, les références et les termes. Mais si on doit commencer à mettre en place les différents chapitres, donc nous allons bien sûr commencer par le contexte de l'organisation, donc décider un plan d'action pour assurer ces actions selon le contexte de l'organisation, assurer aussi des actions pour faire circuler en quelque sorte cette notion de leadership et assurer la planification qui est généralement considérée comme le sixième chapitre. Dans le faire, ou le do, nous avons bien sûr les supports. Alors, en termes de support, vous avez les appareils de métrologie, par exemple. Vous avez les infrastructures. Vous avez aussi la ressource humaine qui est un support. C'est le socle de réussite de votre système de management de qualité parce que tout à l'heure, on a parlé de la contribution des collaborateurs et nous avons aussi parlé de la mobilisation du personnel. Et nous avons aussi le fonctionnement opérationnel parce qu'on parle de l'action, d'accord? En termes de vérification, nous avons l'évaluation des performances. Donc, il faut arriver à avoir un système de mesure, d'analyse, d'évaluation de la performance pour décider si toutes nos actions répondent bien à nos objectifs préalablement tracés. Et puis, par la suite, donc, assurer l'amélioration pour être sûr que la roue continue à rouler. D'accord? Donc, à avoir, à se lancer sur un chemin d'excellence et de participation. Alors, le SMQ dans les établissements de santé, donc si on doit définir la qualité hospitalière, on va dire que la qualité hospitalière est une démarche visant déjà à améliorer continuellement la sécurité des soins et la satisfaction des patients, mais aussi impliquer tous les professionnels de l'établissement. Dans un établissement de santé, je peux avoir, bien sûr,
comme premier interlocuteur le directeur de l'établissement, mais je peux aussi avoir des médecins, des techniciens, des biologistes, du personnel administratif, etc. Donc, tous les professionnels de l'établissement, un pharmacien peut-être, etc. Donc, le personnel de l'établissement doit être impliqué dans cette démarche d'amélioration continue. Pardon. Donc, allô, est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? مدام Oui. مدام راح لك البارطاج عاودتي وليتي مي راح لك البارطاج نعم Je vais essayer de rendre le partage. داك مدام سي فو بلي وقولي لهم باللي كاينه اون دوزيام فيزيون العشيه سي فو بلي. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. تري بيان مدام. Alors, c'est bon? سي بون Oui, مدام سي بون صاي Alors, j'aimerais bien aussi m'assurer que le son jusqu'à ce moment-là était bon et que les diapos راهم يبانوا يعني d'une manière claire. وي مدام. Est-ce que vous pouvez, الصون اي est-ce que بيان. vous pouvez me rassurer ça? وي مدام. Pardon? وي C'est bien? وي Même le son راهو يلحق مليح؟ وي il est bien. Très bien, très bien. Donc voilà, j'étais en train de présenter cette définition de la qualité hospitalière. Donc on parlait d'efficacité, on parlait de la sécurité. Donc un patient qui vient se soigner voudrait bien sortir en sécurité de l'établissement et ne pas aggraver encore sa situation davantage. Aussi l'équité. Donc l'équité, c'est-à-dire tous les patients doivent être c'est-à-dire considérés de la même façon sans qu'il y ait de la différence entre telle ou telle patient. Et aussi l'adaptation aux besoins, c'est parce que chaque patient a des besoins spécifiques, même si d'une manière générale, tous les patients, tous les malades ont des besoins. Communs, mais bien sûr, il faut s'adapter parfois à des attentes particulières. Alors, bien sûr, le système de management qualité dans les établissements de santé, c'est un système, comme tous les systèmes mis en place au sein de n'importe quelle organisation, sauf que, bien sûr, ce système dans le secteur de la santé, il prend des spécificités du secteur, il prend des spécificités par rapport à l'organisation dans laquelle il doit se mettre en place. Donc, c'est une approche stratégique qui a pour garantir que les soins et services fournis répondent aux normes les plus élevées, parce que nous sommes quand même dans un secteur où la qualité du soin est très importante. Aussi, préserver la santé et la sécurité du patient est quelque chose de très important. Donc, la démarche doit aussi assurer la sécurité des patients, leur satisfaction et assurer toujours l'efficience opérationnelle. Et c'est pour ça d'ailleurs que les normes de la version les normes 9001 version 2015 mettent l'accent sur l'efficience, l'efficacité et l'efficience. Donc, il s'agit bien d'une démarche globale, continue, encadrés par des principes et des normes spécifiques. Donc, les normes spécifiques, ne sont pas le référentiel lui-même, mais c'est dans l'application. Il faut prendre à chaque fois le contexte de l'organisme et les spécificités de l'activité de l'organisme. Alors, avant de continuer la présentation, j'attire juste votre attention, j'attire l'attention du public qu'une séance de formation est aussi une visioconférence
est aussi programmée cet après-midi à partir de 13h30 parce que la visio actuelle, elle va durer jusqu'à midi et une autre visio est programmée à partir de 13h30 jusqu'à 15h. Donc, dans cette première visio, donc, bien sûr, nous présentons le système de management de qualité, mais nous allons présenter quelques mises en situation, quelques cas illustratifs. L'après-midi, on va beaucoup plus travailler sur les outils à mettre en place, les outils de la qualité à mettre en place pour assurer une bonne mise en place du SMQ. Donc, soyez présents en force aussi pour cet après-midi, Inch'Allah. Très bien. Donc, on continue. Alors, ce que je disais tout à l'heure en termes d'exigence, nous avons parlé d'orientation client, de leadership, d'implication du personnel, d'approche processus. Donc, on va beaucoup plus les focaliser sur le contexte de la santé. Donc, le SMQ dans la santé repose sur les 7 principes des normes ISO 9001. Donc, un des secrets de réussite de cette norme, parce qu'elle reste actuelle jusqu'à aujourd'hui, depuis sa première version en l'an 2000, même s'il y avait des adaptations, des compatibilités, entre autres, depuis 2005, 2008, 2011, 2015, etc. Mais la norme est pratiquement restée la même. Alors, il y a un secret dans ça, c'est parce que les chapitres, les nouveaux chapitres et les nouvelles exigences, touchent à tous les secteurs. Donc, on ne fait pas de différence entre un secteur d'activité et un autre. On ne fait pas de différence entre une activité professionnelle ou une activité libérale. On ne fait pas de différence entre taille d'entreprise grande, petite, moyenne, etc. Et on considère le produit, le service, l'entité et on ne se consacre pas uniquement aux entreprises économiques. Donc, l'orientation client, qui est appelée ainsi dans le secteur économique, elle est appelée orientation patient dans le secteur de la santé. Donc, l'objectif, c'est de répondre le mieux aux besoins et attentes des patients et garantir leur satisfaction. La notion de leadership liée à la responsabilité de la direction, c'est tout simplement l'engagement actif à porter la vision de la qualité au sein de l'établissement. Tous les professionnels de santé sont impliqués et favorisent une culture de sécurité. Donc, c'est pour ça qu'on exige l'implication du personnel. Les activités sont gérées comme des processus pour optimiser leur efficacité. Pourquoi la notion de processus? Parce que, par définition, le processus, c'est un ensemble d'activités qui ont pour objectif de transformer un ensemble d'entrants en extrants. Alors, l'entrant, qui est l'input, peut être bien sûr des matières, des ingrédients, des médicaments, etc., pour produire, pour assurer une fonction de production qui va donner comme output, comme sortie, comme extrant, le traitement idéal, si vous voulez, c'est la production. Donc, je vais avoir à faire sortir de mon système, si j'introduis des médicaments, un traitement spécifique, etc. Donc, je dois faire sortir une solution, c'est justement la guérison du malade, la guérison de mon patient. Donc, c'est l'approche processus. Alors, quand je parle d'amélioration continue, donc l'établissement cherche constamment à identifier les écarts, mettre en œuvre des correctifs, des actions aussi préventives pour appliquer le principe de la roue de Deming. Donc, il faut chercher toujours à suivre les actions de correction ou de prévention pour, en fait, assurer, concrétiser cette notion d'amélioration continue. L'établissement aussi doit prendre des décisions en s'appuyant sur des données probantes et des mesures objectives. Donc, la prise de décision fondée sur les preuves dont on parlait tout à l'heure se concrétise ici dans le secteur de la santé par les décisions qui s'appuient sur les données probantes et les mesures objectives. Le management des relations avec les parties intéressées, donc c'est la gestion efficace des interactions aveugles partenaires et les autorités de régulation. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à une réglementation, on doit rendre compte à une réglementation. Nous avons aussi les autorités concernées, donc la tutelle, et donc nous devons gérer efficacement ces interactions. Les outils, les
Progress. Rôle principal de cet outil qui permet de dresser des causes de problèmes aux différentes origines, comme vous le constatez. Donc, 5M, c'est par rapport à la méthode, la matière, le matériel, la main-d'œuvre et le milieu. Donc, toutes ces origines commencent par M. Donc, aujourd'hui, ce diagramme a été encore développé jusqu'à l'appeler 7M, parce que pour certaines organisations, ils peuvent inclure le management et ils incluent aussi la monnaie, les moyens financiers. Mais bon, à la base, ce diagramme a été instauré par l'apparition des 5 M. Donc, il faut faire sortir 5 origines. Et si vous listez un ensemble de causes, on va travailler cet après-midi sur un diagramme 5 M. Donc, si vous listez un ensemble de causes, vous devez associer chaque cause à son origine. Donc, pour analyser des causes profondes à votre problème. Nous avons aussi comme outil très intéressant le diagramme de Pareto. Cet après-midi aussi, on va travailler sur un exercice pour voir comment utiliser le Pareto. Alors, le Pareto, c'est pour identifier les causes les plus fréquentes des non-conformités. Alors, si j'utilise le Pareto, c'est en quelque sorte l'application de la loi 20-80. C'est-à-dire, je vais voir si je peux vérifier cette application de loi sur un ensemble de causes listées dans un établissement donné. Je vais voir si une des causes, par exemple, ou deux de ces causes permettent à l'entreprise, une fois réglée, une fois butée, si vous voulez, permettent d'éliminer 80% du problème. D'accord? Donc, si je vérifie cette loi, l'application de cette loi, donc je vais bien sûr consacrer, au lieu de travailler sur toutes les causes, une par une, je vais consacrer une solution fiable à la cause principale qui représente 80% de mes causes et toutes les autres causes sont forcément liées à cette principale cause, donc elles vont disparaître par elles-mêmes. Donc, je vais, avec ce diagramme, déjà permettre d'optimiser ma solution. Je vais aussi gagner du temps, gagner de l'effort et gagner de l'argent parce que si je m'amuse à mettre en une solution pour chaque cause, ça va me prendre du temps, ça va me consommer de l'argent, ça va me consommer du temps, une masse salariale importante, etc. Donc, je vais réfléchir rationnellement pour optimiser la mise en place des solutions. Donc, au lieu de me focaliser sur plusieurs causes en même temps, je vais essayer de me consacrer à la cause principale. D'accord? Donc, je vais établir une solution appropriée à la cause principale et par la suite, le problème sera réglé une fois pour toutes. Nous avons aussi un outil qui s'appelle Arpège, un autre outil qui s'appelle Amdec. Alors, Arpège, c'est analyse du risque, propriété des faits pour sa gestion. D'accord? Donc, c'est un outil qui permet de situer l'importance d'un risque. Alors, le risque, il est généralement calculé suivant deux indices, l'arpège. Les indices sont la gravité et la probabilité d'occurrence, c'est-à-dire la fréquence d'apparition. Alors, sur la base de ces deux critères, je vais calculer un produit que j'appellerai étoile. Ce produit-là va dresser un état sur l'importance du risque. Mais bien sûr, l'outil Amdec, il est encore plus intéressant et plus fiable que Arpège. Amdec, c'est analyse des modes de défaillance, leurs effets et leur criticité. Donc, cette méthode ou cet outil permettra non seulement de dresser un état sur l'importance du risque, parce qu'il intègre en fait le R étoile, mais il donne aussi une appréciation générale sur le niveau de priorité du risque, c'est-à-dire sa criticité. Pourquoi? Parce que dans les calculs, on ne va pas juste prendre en considération la gravité et la fréquence, c'est-à-dire la manière dont il est atteint le patient par ce risque,
et sa fréquence d'apparition ou sa probabilité d'occurrence, on va rajouter encore dans ce produit-là la non-détection, la capacité de l'entreprise à détecter le risque ou à ne pas le détecter. Donc, la détection des risques, c'est aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire on va tout simplement évaluer si l'organisation, l'établissement possède les moyens de détecter les risques ou pas. Parce que parfois, le risque est présent, mais nous n'avons pas les moyens de le détecter. Donc, c'est bien qu'il y ait des moyens, que ce soit des équipements de métrologie, des moyens de faire, par exemple, des analyses, etc. Donc, l'institut ou l'établissement doit posséder des moyens pour détecter le risque. Donc, si je calcule le NPR sur la base de la gravité, la fréquence et la non-détection, donc le produit que je vais avoir s'appelle de la criticité. C'est un niveau de priorité du risque qui permet de savoir aussi, selon le niveau le plus élevé, le risque principal, le risque par lequel je dois commencer le traitement, que j'attaquerai en premier lieu. Donc, ces deux outils permettent l'analyse des risques hospitaliers. Nous avons aussi comme outil l'audit clinique, l'évaluation des pratiques professionnelles. Donc, c'est un audit spécifique aux établissements de santé. C'est une pratique d'audit qui ressemble un petit peu aux audits faits au niveau des entreprises, mais cet audit prend bien sûr des spécificités liées à l'activité professionnelle. Nous avons comme outil aussi la gestion documentaire et procédure. Donc, c'est la rédaction des protocoles de soins et de méthodes de travail standardisées qui est très importante parce que quand on écrit une procédure, on oblige les gens de la respecter et de la suivre. La traçabilité, comme j'ai mentionné auparavant, est un sous-système qui doit accompagner le système de management de qualité. Sans la traçabilité, on ne peut pas obliger quelqu'un de respecter une procédure. Pour n'importe quelle situation de problème, les gens vont commencer à dire « je ne savais pas, je n'étais pas au courant, je n'étais pas informé, etc. » Mais si on écrit une procédure, la procédure est considérée comme une loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, tout dans l'établissement, tout le monde est concerné par cette procédure. Il doit la respecter. Alors, les objectifs principaux du système de management qualité, surtout dans le secteur de la santé, c'est déjà améliorer la sécurité des soins en réduisant les risques iatrogènes et prévenir les événements indésirables associés aux soins, tels que les infections nosocomiales ou les chutes. Nous avons aussi comme objectif accroître l'efficacité et l'efficience, surtout que nous avons dit tout à l'heure, l'efficacité, c'est le niveau d'atteinte des objectifs, mais l'efficacité, le dépassement de ce niveau d'atteinte, donc faire encore plus par les actions d'amélioration continue. Donc, dans votre cas, c'est optimiser l'organisation, les ressources, les processus pour fournir les meilleurs résultats de santé en moindre coût. Garantir la conformité réglementaire, surtout que aujourd'hui, par exemple, dans nos hôpitaux, donc respecter les exigences légales, les normes imposées par les autorités de santé. Si on prend comme exemple, donc nous avons la Haute Autorité de Santé en France qui fait référence justement au respect des normes en vigueur. Renforcer la confiance et la satisfaction des patients, surtout en assurant une prise en charge respectueuse des droits et de la dignité de personnes, améliorer son expérience globale. Voilà. Donc, si on prend en considération les exigences de tout à l'heure, les 6 exigences, bien sûr, en parallèle, nous avons les 3 premières exigences qui donnent référence aux termes, aux applications et aux différentes applications. Nous avons ici le chapitre 4 qui parle du contexte de l'organisme. Donc, on prend l'exemple ici dans votre cas. Donc, arrivée d'un nouvel hôpital privé concurrent, vieillissement du personnel médical. Donc, le contexte dans lequel est l'établissement de santé ou l'hôpital, c'est ceci. Donc, déjà, il y a un hôpital privé qui va s'installer sur le marché, donc il va concurrencer notre hôpital, mais aussi on est en train de supporter cette pression de vieillissement du personnel médical, donc il y a lieu de recruter un nouveau personnel et de nouvelles ressources humaines. La solution, donc plan de recrutement et fidélisation, adaptation des services pour rester compétitif.
La notion de leadership dans le chapitre 5, si je prends comme exemple le rôle du directeur dans la politique de qualité, le rôle du directeur de l'établissement dans la politique de la qualité, la solution, c'est l'affichage de la politique qualité dans chaque service et la communication régulière, la sensibilisation, l'accompagnement, peut-être même la formation, d'accord, pour que le personnel sache l'importance de cette politique et intégrera le processus de mise en place de la démarche dans son établissement. Le chapitre lié à la planification, si je prends comme exemple le risque, pénurie de médicaments, l'opportunité, c'est la télémédecine. Donc, la solution, c'est le plan de gestion des stocks et le projet pilote de la téléconsultation. Donc, ça peut être une solution efficace pour faire face au risque de pénurie de médicaments. Le chapitre 7 qui comprend les supports, tout à l'heure j'ai donné des exemples sur le support, ça peut être les infrastructures, ça peut être les appareils métrologiques, ça peut être aussi l'infrastructure, c'est-à-dire en termes de ressources humaines. Donc, vous avez l'infrastructure vétuste, manque de formation aussi pour le personnel. Donc, la solution, c'est d'avoir un plan de maintenance préventive et de dresser aussi des programmes de formation continue. Pour le chapitre qui concerne la réalisation des activités opérationnelles, donc nous avons par exemple le processus de chirurgie, donc qui est aussi un processus très important dans les établissements. La solution, c'est d'avoir des protocoles standardisés, à mettre en place des protocoles standardisés, à les faire respecter. Aussi, dresser des checklists au bloc opératoire pour vérifier des données, pour vérifier aussi des informations très importantes qui peuvent être source de risque et assurer la traçabilité des actes. Donc, avoir toujours un système d'enregistrement pour archiver en quelque sorte les actes établis. Le chapitre 9, évaluation des performances. Donc, comme exemple, la mesure de la satisfaction du patient et la performance médicale, surtout après une opération de soins, une opération de traitement de maladie, par exemple. Donc, la solution, c'est d'avoir des protocoles d'audit interne, de mettre en place aussi ces protocoles, avoir aussi à calculer des indicateurs comme le taux d'infection, les délais d'attente des patients, d'autres aussi, parce qu'il y a des réclamations des patients, ça peut être aussi un indicateur pour favoriser la performance de l'établissement. Et en dernier, l'amélioration. Donc, exemple, non-conformité, erreur de dosage médicamenteux. Donc, la solution, c'est l'analyse cause-racine, la formation ciblée pour mettre en place un dispositif, si on met un dispositif pour le dosage médicamenteux, pour le faire respecter d'une manière fiable, il faut aussi envisager des formations, mise en place d'un double contrôle. D'accord? C'est aussi une procédure qu'on favorise beaucoup dans ces établissements. Illustration de cas mis en situation. Donc là, on va vers les cas. Donc, on va comprendre d'une manière plus efficace tout ce que nous avons présenté comme information. Bien sûr, détaillé toujours sur un cas parce que c'est bien de restituer les connaissances. Alors, au lieu de faire un quiz ou un QCM, j'ai préféré illustrer des cas de mise en situation. Alors, le premier cas, c'est la réduction des erreurs médicamenteuses. Donc, un hôpital identifie un taux élevé d'erreurs médicamenteuses, mauvaise posologie, mauvais patient, mauvais moment, déclaration d'incident. Alors, les méthodes qualité que je peux mettre en place, une des méthodes, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, toujours notre référence de mise en place de ces méthodes, c'est la PDCA, la roue PDCA, la roue d'amélioration continue. C'est pour ça que j'ai commencé par ce cas, parce qu'on doit dresser un processus PDCA. Donc, si, bien sûr, je mets en place la première action qui est de planifier, l'équipe qualité et la pharmacie hospitalière analysent les causes profondes avec un un diagramme d'Ishikawa. Tout à l'heure, dans le diagramme Ishikawa, qui est aussi appelé 5M, nous avons parlé de main-d'œuvre, nous avons parlé de milieu, de méthode, de matériel et de matière. Alors, pour la main-d'œuvre, on peut parler de causes humaines.
Pour le matériel, on peut parler de causes matérielles. Pour les méthodes, on peut parler aussi de causes organisationnelles. Par exemple, causes humaines. On parle aussi d'erreurs médicamenteuses. Le dosage des médicaments, d'accord? Qui devrait doser les médicaments? C'est le personnel. Et donc, si on dose mal le médicament, c'est une erreur humaine. Donc, on liste ça dans l'origine main-d'œuvre. Dans l'origine matérielle, donc on va parler, par exemple, d'un manque d'outillage, d'un manque de matériel spécifique, etc. Et pour les causes organisationnelles qui a trait à la méthode, généralement, on va dire absence de protocole de dosage. Absence de protocole de dosage qui revient à une faille organisationnelle. Alors, dans l'action réalisée, donc nous avons bien sûr l'établissement qui va mettre en œuvre plusieurs actions, comme l'installation de systèmes d'administration de médicaments par code barre, réduction des erreurs matérielles, standardisation des protocoles de prescription et formation accrue du personnel soignant aux 5 B. Donc, c'est bien de former le personnel à ces 5 B. Alors, bon patient, bon médicament, bonne dose, bonne voie et bon moment. Est-ce que j'ai bien affaire au bon patient? Parce qu'on peut se tromper de patient pour une raison ou pour une autre. Donc, est-ce que c'est bien le bon patient? Est-ce que je suis en train d'inscrire ou de doser le bon médicament? Est-ce que je fais une bonne dose? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Et est-ce que je traite dans le bon moment? Donc, c'est bien d'assurer une formation dans ces 5 B. L'action de vérifier, bien sûr, qui appartient à la roue PDCA, donc la vérification ou le contrôle, le C, check. Un suivi rigoureux des indicateurs taux d'erreur médicamenteuse, audit d'adhésion au nouveau protocole est mis en place. Donc là, toutes les actions mises en place doivent être suivies, doivent être vérifiées, doivent être contrôlées pour assurer le bon déroulement de ces actions. Et en dernier, bien sûr, assurer le protocole d'agir ou bien l'action d'agir. C'est une action qui permet d'assurer de l'amélioration, surtout que les données montrent une réduction significative des erreurs de 60%. Donc, le processus est standardisé à l'échelle de l'établissement. Donc, si on arrive à faire ce constat, donc on va dire que déjà, si on est arrivé à réduire les erreurs de 60%, donc on va estimer que la mise en place de cette solution était fiable. Donc, le résultat concret, une sécurité accrue pour les patients, une diminution coût liés aux événements indésirables évitables. Très bien. Alors, si c'est clair pour le premier cas, on va passer à un deuxième cas qui parle de l'optimisation des soins. Bien sûr, aujourd'hui, cette fois-ci, dans ce cas, on ne va pas parler de la PDCA, mais on va dresser la cartographie des processus. Alors, comment un établissement peut associer l'approche processus dans la manière de gérer les problèmes. La gestion des parcours sepsis, donc l'optimisation des soins pour des pathologies spécifiques, comme les sepsis, les infections généralisées graves, est un exemple d'amélioration de la qualité basée sur l'efficacité des processus. La problématique, le sepsis nécessite une intervention rapide, mais les délais de diagnostic et de traitement varient, qui peuvent impacter directement la survie des patients. Donc, si c'est des délais longs, ils peuvent bien sûr impacter négativement la santé et la survie du patient. Alors, la méthode qualité la plus appropriée, c'est mettre en place une cartographie des processus. Donc là, je suis en train d'appliquer à la lettre l'approche processus intégrée dans les exigences et dans le chapitre du management de la qualité. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire dans cette approche processus et comment je peux cartographier les processus? Alors, il faut déjà savoir que dans l'organisation, dans l'établissement, nous avons un ensemble de processus. Alors, chaque processus, déjà, en premier lieu, doit être identifié. Alors, quand j'identifie le processus, cela veut dire que je dois déjà intituler le processus, je dois décider sa finalité ou ses finalités, ses objectifs, mais je dois aussi préciser
les entrées-sorties de chaque processus. Ce processus a besoin de telles ressources et il fait sortir tel output. Donc, après avoir défini tous les processus, c'est bien aussi de distinguer la catégorie de processus, parce que dans l'organisation, dans l'établissement, je peux avoir 3 catégories de processus. Je peux parler de processus de management, comme par exemple la mise en place du système de management qualité, version 2015, c'est un processus de management. Je peux parler aussi de processus de réalisation, par exemple dans l'établissement de santé, le processus de soins, le processus de traitement est un processus de réalisation parce qu'il concrétise directement l'activité principale de l'organisation en question. Et bien sûr, dans les catégories de processus, je peux avoir des processus support qui ne rentrent pas directement dans la réalisation du service, mais ils sont là pour supporter en quelque sorte. Par exemple, la logistique dans un hôpital, la maintenance des équipements de traitement, des équipements médicaux. Vous avez par exemple la finance, la ressource humaine. Ce sont considérés comme des processus support. Alors, la cartographie des processus nécessite que l'équipe projet, urgentiste, infectiologue, biologiste, cartographie le parcours des patients, depuis l'admission jusqu'au traitement initial. Très bien. Et ensuite, ils doivent préciser les points de blocage, où ça bloque, où ça bloque. Mais quel est le point de friction, si vous voulez, le goulot d'étranglement, le temps d'attente pour les analyses, ou peut-être les délais de prescription dans antibiotiques. Ce sont des cas de blocage, comme je peux intégrer d'autres cas, qui sont identifiés par l'équipe projet. Ensuite, décider le chemin clinique standardisé et créé avec des alertes informatisées dans le dossier patient et des chariots d'urgence sepsis prêts à l'emploi. Donc ça, c'est en quelque sorte la modalité de cartographier les processus. Donc les processus doivent bien sûr être liés pour connaître leur interaction, comment les processus interagissent entre eux. Et c'est bien d'avoir toujours les processus théoriques et en parallèle enregistrer les processus pratiques sur le terrain pour décider si des variabilités existent. Parce que la logique du management de la qualité veut qu'il n'y ait pas, il ne faut pas qu'il y ait des variabilités entre les processus théoriques et les processus réels sur le terrain. Alors, le résultat concret après avoir mis en place une cartographie des processus, c'est une réduction de délai d'administration des enquêtes et une amélioration significative du taux de servi des patients. Donc, si on agit rapidement, on va pouvoir assurer la survie du patient quand on est exposé à ce genre de risque. Le troisième cas, c'est un cas qui permet de réduire le temps d'attente aux urgences. Je sais que dans les établissements de santé, vous avez vraiment été confronté à ce genre de risque. Donc, des enquêtes de satisfaction révèlent une insatisfaction élevée liée au long délai d'attente, même pour des cas non critiques. Alors, la méthode qualité, donc si je mets en place le Lean Management, recueil de données, alors Lean Management, c'est un concept, japonais, mais qui est très utilisé aujourd'hui dans les organisations, dans les entreprises. Dans le cas de l'établissement de santé, si je mets en place une démarche Lean, le but recherché déjà, c'est la lutte contre le gaspillage. Le Lean Management est une méthode qui permet de lutter contre les surcoûts, éliminer tous les centres de coûts inutiles dans un établissement de santé. Je pense que aussi c'est une problématique importante. Alors, lutter contre le gaspillage voudrait en premier lieu qu'il y ait une approche focalisée sur le client pour servir au mieux ce dernier, donc focalisée sur le patient pour mieux répondre à ses attentes, mais aussi avoir à autogérer, auto-évaluer l'organisation. Donc, le Lean Management offre un principe qui permet
à l'organisation de s'auto-évaluer, s'auto-contrôler. Donc, avant que le service de l'établissement soit évalué par un acteur externe, qui est le patient, l'organisation en interne, l'établissement en interne aura la capacité, avec une démarche Lean Management, de s'auto-évaluer et s'auto-contrôler. Vous avez aussi le Lean qui participe à éliminer les variabilités entre les processus théoriques et les processus réels. Donc, le Lean permet, avec un principe qui s'appelle Jidoka, c'est un principe japonais, enfin un terme japonais, qui permet justement de se situer par rapport aux variabilités et de limiter les variabilités. Vous avez un principe qui s'appelle MUDA. Donc, le MUDA en japonais, c'est le gaspillage. Donc, ce principe lutte contre tout centre de surcoût. Donc, si vous avez des surcoûts, ça veut dire que vous engagez des coûts inutiles que vous pouvez éliminer. Donc, il y a lieu de mettre en place des méthodes spécifiques dans le cadre du Lean Management pour lutter contre ces centres de coûts inutiles. Le but aussi des MUDA, c'est d'augmenter la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est parce que vous gérez des processus. Chaque processus doit avoir de la valeur. Si le processus n'a pas de valeur, n'a pas de contrepartie valeur, vous devez l'éliminer parce que ce processus-là, il est en train de vous gaspiller de l'argent, de la masse salariale. Vous avez des employés qui assurent le processus sans qu'il soit utile. Il est en train de vous gaspiller du temps, donc il prend beaucoup de temps. Il est en train de vous gaspiller de la matière, peut-être des soins inutiles, des médicaments inutiles, etc. Alors, il vaut mieux supprimer ce processus pour être sûr que la valeur de la chaîne de traitement soit augmentée, soit valorisée davantage. Vous avez aussi dans les lignes un principe qui lutte contre les irrégularités, c'est-à-dire les moments d'alerte, les situations que vous n'avez pas l'habitude de vivre tout le temps. Donc, ce sont considérés comme des irrégularités. Parfois, les surdimensionnalités ou bien les sous-dimensionnalités des équipements et même du personnel. Donc, si vous avez un équipement, un appareil qui doit travailler, qui doit fonctionner, par exemple, 8 heures par jour, c'est pas bien de l'utiliser plus que ça ou moins que ça. Parce que si vous l'utilisez plus que 8 heures par jour, c'est une surcharge. Si vous l'utilisez moins que 8 heures, c'est une sous-charge. Donc, vous pouvez être inefficace si vous sous-estimez la dimension de votre équipement. Donc, l'approche Lean va permettre à cette organisation, cet établissement, de réduire le temps d'attente parce que la perte de temps est considérée comme un gaspillage. Et donc, l'établissement utilise des principes Lean pour éliminer le gaspillage de temps dans le processus d'accueil et d'orientation des patients. Il met en place un nouveau système de triage plus efficace est mis en place, bien sûr, voilà, un système de triage est mis en place. Les patients avec des besoins moins urgents sont orientés vers un circuit de fast track, voie rapide, donc pour justement ne pas déranger les malades qui sont en état d'urgence et avec ça, on va limiter le temps de l'attente. Des enquêtes de satisfaction régulières et l'analyse des réclamations sont utilisées pour mesurer l'impact des changements. Alors, les résultats attendus, bien sûr, c'est une diminution moyenne du temps d'attente de 30 minutes minimum, une amélioration notable des retours positifs des usagers sur leur expérience globale. Donc, voilà. Les 3 cas que j'ai présentés, ce sont des études de cas qui démontrent que le management de la qualité ne se limite pas à des documents ou à des certifications. Le plus important dans ce management de la qualité, c'est comment mettre en place une démarche qualité appuyée sur la méthode de résolution de problèmes et les méthodes d'amélioration. Donc, le management de la qualité se traduit par des actions concrètes et mesurables qui transforment positivement le fonctionnement de l'établissement et la vie des patients. Donc, ça, c'est
des cas illustratifs de la manière de mettre en place des méthodes, des outils. Mais le plus important, c'est pas l'outil lui-même. Le plus important, c'est être dans une situation de problème et comment faire pour sortir de cette situation de problème. Yani, la meilleure façon, la meilleure manière possible d'identifier les risques et de bien optimiser la solution adéquate, yani, travailler rationnellement pour choisir la meilleure solution possible qui fait gagner du temps, qui fait gagner de l'argent, qui fait gagner aussi de l'efficacité dans la manière de soigner et dans la manière de traiter pour le patient et pour le malade. Voilà. Donc, avec ça, donc, bien sûr, on va tout à l'heure passer au partage d'expérience. Donc, il est presque midi. Je ne sais pas si dans le public, il y a une question, il y a une réflexion autour d'un point bien précis que j'ai présenté. Je souhaite que la présence soit forte aussi cet après-midi parce que nous allons travailler sur des mises en situation concrètes qui reflètent des cas spécifiques à des établissements de santé, mais on va aussi travailler sur les outils de la qualité, voir comment illustrer d'une manière très claire la mise en place d'un outil particulier. Voilà. Je reste à l'écoute si jamais il y a quelqu'un qui voudrait poser des questions, qui voudrait intervenir peut-être avant de clôturer cette séance, cette première séance de visioconférence. Mesdames et messieurs, cher public, chère audience. Il y a une question au niveau de chat. Oui, alors, au niveau du chat. Il y a le chat. Oui, oui, chat. Vous avez Oui. trouvé une question. En bas de votre écran, il y a un bouton chat, c'est écrit chat en bas. Je n'arrive pas à Les partagés, les boutons où ils ont été partagés à côté. Vers la gauche. C'est écrit chat ou là, si c'est en français, conversation. Pardon? Si c'est en français, c'est conversation. Donc, chat, conversation. Oui, vous pouvez poser la question en français, en arabe, il n'y a aucun problème. Même la habito il n'y a aucun problème. Non, bon, on va vous la lire si c'est possible. Donc, voilà, essayez de me l'inclure parce que dans mon écran, je n'ai pas la configuration du chat. Oui, c'est Kabal qu'on va vous... S'il vous plaît. Est-ce que le management oui. est encore de qualité et compatible avec la médiocrité? Répétez la question, s'il vous plaît, à haute voix, monsieur. Bon, je vais la lire. Parce que le management... Je vais la lire. Oui, elle a été écrite. Donc, est-ce que le management est encore de qualité et compatible avec la médiocrité? Je ne sais pas. Le management de la qualité n'a jamais été compatible à la médiocrité. Voilà. D'accord? Le management de la qualité, c'est selon l'organisation qui le met en place. Il a ses principes, il a ses valeurs, il a ses exigences, ses chapitres pour rendre l'organisation performante. Donc, le but de mettre en place un système de management de qualité, c'est de rendre l'organisation une organisation de qualité qui assure ses actions, qui assure de l'amélioration, etc. Mais si on l'utilise mal, la cause n'est pas le système lui-même, c'est la manière de le mettre en place qui n'a pas été conforme à certaines exigences. Tout à l'heure, nous avons parlé d'efficacité, d'efficience, d'adaptabilité, d'équité, d'accord? Donc, si on le met en place d'une manière
pas très convenable. Donc c'est sûr qu'au lieu de travailler les objectifs de la qualité, les objectifs de la performance, les objectifs de l'assurance qualité, il travaillera d'autres objectifs. Aujourd'hui, le système de management de qualité, il est compatible à des normes de sécurité environnementale, de sécurité informationnelle. Quand on parle de l'environnement, c'est les normes ISO 14000. Quand on parle de sécurité informationnelle dans l'entreprise, c'est les normes 27000. L'anticorruption, ISO 37000. Donc aujourd'hui, le management de la qualité, à travers ses versions évolutives, il est en train de devenir compatible à d'autres normes, les normes de la RSE, responsabilité sociale et économique des entreprises, donc les normes 26 000. Aujourd'hui aussi, ISO 14000, ISO 9000, il est compatible à ISO 45 000, c'est la santé et sécurité au travail. Donc, un système pareil a été inventé, pas pour défendre les mauvais intérêts, au contraire, c'est pour défendre les bons intérêts qui emmènent l'entreprise ou l'institution à réaliser des objectifs de performance, d'efficacité, d'efficience, de cohérence, de pertinence. Donc, tout ça est présent dans le management de la qualité. Si on l'utilise juste comme un label qualité, juste pour dire aux gens, voilà, je suis certifié ISO, donc je suis censé être une organisation de qualité, etc., c'est sûr qu'on ne pourra pas maintenir la certification. Parce que la certification obtenue par les organisations, les établissements grâce aux organismes certificateurs, ça a duré, elle est de 3 ans. Elle est en plus renouvelable chaque année. Donc, si vous arrivez à maintenir les procédures, à maintenir les protocoles nécessaires et à réaliser réellement de la qualité en vos sein, donc on va vous maintenir la certification, on va continuer à vous la renouveler. Si vous n'êtes pas apte à maintenir les procédures et à mettre en place un système fiable, on va vous enlever le certificat. Et c'est plus facile de perdre le certificat que de le gagner, parce que pour gagner le certificat, il faut tout un travail sur terrain, un travail important, une implication réelle, une mobilisation du personnel, un accord formel et de la direction générale. Et donc là, c'est du travail qui est quand même à ne pas négliger. Il y a une autre question, professeur. OK. Donc, la voici. En Algérie, quel est l'organisme officiel compétent pour délivrer la certification ISO 9001 aux établissements de santé? Alors, quel est le coût, ça continue, hein, quel est le coût global de la démarche, audit initial et audit de surveillance, et cette dépense peut-elle être imputée conformément à la nomenclature budgétaire actuelle des EPSP et des EPH? Voilà. OK, donc si j'arrive à garder toutes les, parce que ce n'est pas une question, c'est plusieurs Bon, questions en même temps. si vous voulez, Alors, la première partie de la question, la première partie de la question concerne les organismes habilités en Algérie à certifier les établissements de santé. Alors, en Algérie, pour les entreprises dans le domaine économique, nous avons EANOR, Institut algérien de normalisation, qui est généralement habilité à accréditer ou à certifier les entreprises. Lui, il est actif dans plusieurs secteurs. Récemment, il touche aux différents secteurs, pas uniquement le secteur économique. Donc, il y a l'organisme d'accréditation et l'organisme certificateur. Donc, parfois, c'est EANOR qui intervient lui-même pour certifier. Parfois, c'est les organismes, bien sûr, qui représentent IANOR, qui sont des membres dans IANOR, qui assurent la certification dans les établissements. Certains établissements de santé se sont fait certifier par la haute autorité de santé en France. Donc, ils ont aussi des représentants ici en Algérie qui certifient. Il y a des établissements connus en termes de certification qui aussi assurent de la certification auprès des établissements de santé parce que sur le plan
la structure de la norme, il n'y a pas de différence aujourd'hui. Mais chez Kima Kanouf, les années 90, on avait des modèles de certification. Alors, par exemple, la 9001 d'autrefois, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui. La 9001 était consacrée uniquement pour les entreprises qui assuraient elles-mêmes la conception, la production, la commercialisation et le service après-vente. Parce que les chapitres de cette norme à l'époque étaient spécifiques à ce genre d'activité. La 9002 était consacrée pour les organismes les organisations qui assuraient la production, la commercialisation et le service après-vente. Et la 9003 était beaucoup plus pour les laboratoires de recherche, les services de santé et aussi les entreprises commerciales. Aujourd'hui, on n'a plus ces modèles et on n'a plus les types de certification. Aujourd'hui, si on opte pour la 9001, c'est en même temps la certification des systèmes, c'est la certification des personnes, c'est la certification du produit ou service de l'entreprise. Donc, la 9001, elle est appliquée dans les différents secteurs d'activité et les différents établissements. La deuxième la deuxième, au début, c'était en Algérie, qui est l'organisme officiel compétent pour délivrer les certifications ISO 9001 aux établissements de santé. La suite, c'était quel est le coût global de la démarche audit initial et audit de surveillance. Tranche dans cette question ou uniquement à deux tranches? La suite, quel est le coût? Je pense que vous avez posé, oui, vous avez posé par rapport au coût. En fait, les coûts sont relatifs parce que tout dépend déjà de l'organisation. Est-ce qu'elle décide de certifier tous les processus ou s'intéresser à un ou deux processus? Si l'organisation est de taille grande, parfois, on ne décide pas de lancer le processus de certification dans toutes les activités, dans toutes les opérations et dans tous les processus à la fois. On sélectionne des opérations, des activités pour les faire certifier. Ensuite, on généralise pour toutes les opérations. Donc, le coût, bien sûr, change par rapport au type d'opération à certifier, par rapport à la taille de personnes qui vont être mobilisées dans ce processus de certification et puis à la nature de l'activité. Parce que quand on certifie des processus de réalisation, c'est pas comme vous certifiez des processus support. Donc, généralement, le prix change par rapport à ça. Voilà. Et la suite, cette dépense peut-elle être imputée conformément à la nomenclature budgétaire actuelle des EPSP et des EPH? Oui, en tout cas, sur le plan réglementaire, ma collègue demain, Madame Bar Youssef, va intervenir sur le plan réglementaire, sur les dispositifs. En réalité, le processus, sans qu'il soit utile, il est en train de vous gaspiller du temps, donc il prend beaucoup de temps. Il est en train de vous gaspiller de la matière, peut-être des soins inutiles, des médicaments inutiles, etc. Alors, il vaut mieux supprimer ce processus pour être sûr que la valeur de la chaîne de traitement soit augmentée, soit valorisée davantage. Vous avez aussi dans les lignes un principe qui lutte contre les irrégularités, c'est-à-dire les moments d'alerte, les situations que vous n'avez pas l'habitude de vivre tout le temps. Donc, ce sont considérés comme des irrégularités. Parfois, l'établissement manque d'utilisation de standards spécifiques ou la manque d'écrire des procédures spécifiques. Donc, comment il doit faire dans le cas de manque de procédures écrites ou de manque de standards spécifiques dans le cas des urgences. Et un des autres principes Lean, c'est un principe spécifique à la lutte contre les surdimensionnalités ou bien les sous-dimensionnalités des équipements et même du personnel. Donc, si vous avez un équipement, un appareil qui doit travailler, qui doit fonctionner, par exemple, 8 heures par jour, c'est pas bien de l'utiliser plus que ça ou moins que ça. Parce que si vous l'utilisez plus que 8 heures par jour, c'est une surcharge. Si vous l'utilisez moins que 8 heures, c'est une sous-charge. Donc, vous pouvez être inefficace si vous sous-estimez la dimension de votre équipement. Donc, l'approche Lean va permettre à cette organisation, cet établissement de réduire le temps d'attente parce que la perte de temps est considérée comme un gaspillage.
Et donc, l'établissement utilise des principes Lean pour éliminer le gaspillage de temps dans le processus d'accueil et d'orientation des patients. Il met en place un nouveau système de triage plus efficace et mis en place, bien sûr, voilà, un système de triage est mis en place. Les patients avec les besoins moins urgents sont orientés vers un circuit de fast track, voie rapide, donc pour justement ne pas déranger les malades qui sont en état d'urgence. Et avec ça, on va limiter le temps de l'attente. Des enquêtes de satisfaction régulières et l'analyse des réclamations sont utilisées pour mesurer l'impact des changements. Alors, les résultats attendus, bien sûr, c'est une diminution moyenne du temps d'attente de 30 minutes minimum, une amélioration notable des retours positifs des usagers sur leur expérience globale. Donc, voilà. Les 3 cas que j'ai présentés, ce sont des études de cas qui démontrent que le management de la qualité ne se limite pas à des documents ou à des certifications. Le plus important dans ce management de la qualité, c'est comment mettre en place une démarche qualité appuyée sur la méthode de résolution de problèmes et les méthodes d'amélioration. Donc, le management de la qualité se traduit par des actions concrètes et mesurables qui transforment positivement le fonctionnement de l'établissement et la vie des patients. Donc, ça, c'était des cas illustratifs de la manière de mettre en place des méthodes, des outils. Mais le plus important, ce n'est pas l'outil lui-même. Le plus important, c'est être dans une situation de problème et comment faire pour sortir de cette situation de problème. La meilleure façon, la meilleure manière possible d'identifier les risques et de bien optimiser la solution adéquate. Travailler rationnellement pour choisir la meilleure solution possible qui fait gagner du temps, qui fait gagner de l'argent, qui fait gagner aussi de l'efficacité dans la manière de soigner, dans la manière de traiter pour le patient et pour le malade. Voilà. Donc, avec ça, donc, bien sûr, on va tout à l'heure passer au partage d'expérience. Donc, il est presque midi. Je ne sais pas si dans le public, il y a une question, il y a une réflexion autour d'un point bien précis que j'ai présenté. Je souhaite que la présence soit forte aussi cet après-midi parce que nous allons travailler sur des mises en situation concrètes qui reflètent des cas spécifiques à des établissements de santé, mais on va aussi travailler sur les outils de la qualité, voir comment illustrer d'une manière très claire la mise en place d'un outil particulier. Voilà. Je reste à l'écoute si jamais il y a quelqu'un qui voudrait poser des questions, qui voudrait intervenir peut-être avant de clôturer cette séance, cette première séance de visioconférence. Mesdames et messieurs, cher public, chère audience. Il y a une question au niveau du chat. Oui, alors, au niveau du chat. Il y a le chat. Oui, oui, chat. Vous avez Oui. une question. En bas de votre écran, il y a un bouton chat, c'est écrit chat en bas. Je n'arrive pas à... Les partagés, les boutons ont été partagés à côté. Vers la gauche. C'est écrit chat ou là, si c'est en français, conversation. Pardon? Si c'est en français, c'est conversation. Donc, chat, conversation. Ah oui, vous pouvez poser la question en français, en arabe, il n'y a aucun problème. Même la habito il n'y a aucun problème. Non, bon, on va vous la lire si c'est possible. Donc, voilà, essayez de me l'inclure parce que dans mon écran, je n'ai pas la configuration du chat. Oui, c'est pas mal qu'on va vous... S'il vous plaît. Est-ce que le management est encore de qualité
est compatible avec la médiocrité. Répétez la question, s'il vous plaît, à haute voix, monsieur. Bon, s'il vous je vais plaît. la lire. Parce que le management, Je vais la oui, lire. معليش. Elle a été écrite. Est-ce que le management est Oui. encore de qualité et compatible avec la médiocrité? Je ne sais pas le Le sens. management de la qualité n'a jamais été compatible à la médiocrité. Voilà. D'accord? Le management de la qualité, c'est selon l'organisation qui le met en place. Il a ses principes, il a ses valeurs, il a ses exigences, ses chapitres pour rendre l'organisation performante. Donc, le but de mettre en place un système de management de qualité, c'est de rendre l'organisation une organisation de qualité qui assure ses actions, qui assure de l'amélioration, etc. Mais si on l'utilise mal, la cause n'est pas le système lui-même, c'est la manière de le mettre en place qui n'a pas été conforme à certaines exigences. Tout à l'heure, nous avons parlé d'efficacité, d'efficience, d'adaptabilité, d'équité, d'accord? Donc, si on le met en place d'une manière pas très, très convenable, donc c'est sûr qu'au lieu de travailler les objectifs de la qualité, les objectifs de la performance, les objectifs de l'assurance qualité, il travaillera d'autres objectifs. Aujourd'hui, le système de management de qualité, il est compatible à des normes de sécurité environnementale, de sécurité informationnelle. Quand on parle de l'environnement, c'est les normes ISO 14000. Quand on parle de sécurité informationnelle dans l'entreprise, c'est les normes 27000. L'anticorruption ISO 37000. Donc aujourd'hui, le management de la qualité, à travers ses versions évolutives, il est en train de devenir compatible à d'autres normes, les normes de la RSE, responsabilité sociale et économique des entreprises, donc les normes 26000. Aujourd'hui aussi, ISO 14000, ISO 9000, il est compatible à ISO 45 000, c'est la santé et sécurité au travail. Donc, un système pareil a été inventé, pas pour défendre les mauvais intérêts, au contraire, c'est pour défendre les bons intérêts qui emmènent l'entreprise ou l'institution à réaliser des objectifs de performance, d'efficacité, d'efficience, de cohérence, de pertinence. Donc, tout ça est présent dans le management de la qualité. Si on l'utilise juste comme un label qualité, juste pour dire aux gens, voilà, je suis certifié ISO, donc je suis censé être une organisation de qualité, etc., c'est sûr qu'on ne pourra pas maintenir la certification. Parce que la certification obtenue par les organisations, les établissements grâce aux organismes certificateurs, ça a duré, elle est de 3 ans. Elle est en plus renouvelable chaque année. Donc, si vous arrivez à maintenir les procédures, à maintenir les protocoles nécessaires et à réaliser réellement de la qualité en vous sein, donc on va vous maintenir la certification, on va continuer à vous la renouveler. Si vous n'êtes pas apte à maintenir les procédures et à mettre en place un système fiable, on va vous enlever le certificat. Et c'est plus facile de perdre le certificat que de le gagner, parce que pour gagner le certificat, il faut tout un travail sur terrain, un travail important, une implication réelle, une mobilisation du personnel, un accord formel et de la direction générale. Et donc là, c'est du travail qui est quand même à ne pas négliger. Il y a une autre question, professeur. OK. Donc, la voici. En Algérie, qui est l'organisme officiel compétent pour délivrer la certification ISO 9001 aux établissements de santé? Alors, il est le coût, ça continue, hein, il est le coût global de la démarche, audit initial et audit de surveillance, et cette dépense peut-elle être imputée conformément à la nomenclature budgétaire actuelle des EPSP et des EPA? Voilà. OK, donc si j'arrive à garder toutes les, parce que ce n'est pas une question, c'est plusieurs questions en même temps. Si vous voulez, alors, la première partie de la question,
La première partie de la question concerne les organismes habilités en Algérie à certifier les établissements de santé. Alors, en Algérie, pour les entreprises dans le domaine économique, nous avons EANOR, Institut algérien de normalisation, qui est généralement habilité à accréditer ou à certifier les entreprises. Lui, il est actif dans plusieurs secteurs. Récemment, il touche aux différents secteurs, pas uniquement le secteur économique. Donc, il y a l'organisme d'accréditation et l'organisme certificateur. Donc, parfois, c'est EANOR qui intervient lui-même pour certifier. Parfois, c'est les organismes, bien sûr, qui représentent EANOR, qui sont des membres dans EANOR, qui assurent la certification dans les établissements. Certains établissements de santé se sont fait certifier par la haute autorité de santé en France. Donc, ils ont aussi des représentants ici en Algérie qui certifient. Il y a des établissements connus en termes de certification qui aussi assurent de la certification auprès des établissements de santé parce que sur le plan la structure de la norme, il n'y a pas de différence aujourd'hui. Mais chez Kimakanou, les années 90, on avait des modèles de certification. Alors, par exemple, la 9001 d'autrefois, ce n'est pas la même qu'aujourd'hui. La 9001 était consacrée uniquement pour les entreprises qui assuraient elles-mêmes la conception, la production, la commercialisation et le service après-vente. Parce que les chapitres de cette norme à l'époque étaient spécifiques à ce genre d'activité. La 9002 était consacrée pour les organisations qui assuraient la production, la commercialisation et le service après-vente. Et la 9003 était beaucoup plus pour les laboratoires de recherche, les services de santé et aussi les entreprises commerciales. Aujourd'hui, on n'a plus ces modèles et on n'a plus les types de certification. Aujourd'hui, si on opte pour la 9001, c'est en même temps la certification des systèmes, c'est la certification des personnes, c'est la certification du produit ou service de l'entreprise. Donc, la 9001, elle est appliquée dans les différents secteurs d'activité et les différents établissements. La deuxième la deuxième, au début, c'était en Algérie, qui est l'organisme officiel compétent pour délivrer les certifications ISO 9001 aux établissements de santé. La suite, c'était quel est le coût global de la démarche audit initial et audit de surveillance. Tranche dans cette question ou uniquement à deux tranches? La suite, les locaux, je pense que vous avez posé, oui, vous avez posé par rapport aux coûts. En fait, les coûts sont relatifs parce que tout dépend déjà de l'organisation. Est-ce qu'elle décide de certifier tous les processus ou s'intéresser à un ou deux processus? Si l'organisation est de taille grande, parfois, on ne décide pas de lancer le processus de certification dans toutes les activités, dans toutes les opérations et dans tous les processus à la fois. On sélectionne des opérations, des activités pour les faire certifier. Ensuite, on généralise pour toutes les opérations. Donc, le coût, bien sûr, change par rapport au type d'opération à certifier, par rapport à la taille de personnes qui vont être mobilisées dans ce processus de certification et puis à la nature de l'activité. Parce que quand on certifie des processus de réalisation, ce n'est pas comme vous certifiez des processus support. Donc, généralement, le prix change par rapport à ça. Voilà. Et la suite, cette dépense peut-elle être imputée conformément à la nomenclature budgétaire actuelle des EPSP et des EPH? Oui, en tout cas, sur le plan réglementaire, ma collègue demain, Madame Bar Youssef, va intervenir sur le plan réglementaire, sur les dispositifs. En réalité, même sur le plan réglementaire ici en Algérie, la certification d'une manière générale n'est pas une obligation. Un texte de loi qui oblige que les entreprises ou les organisations doivent se faire certifier ISO. Mais aujourd'hui, le phénomène de la mondialisation et la globalisation impose à ces entreprises de se faire certifier parce qu'on va aller demain aujourd'hui ou demain forcément à cette certification car nous nous inscrivons dans le cadre
déjà par rapport à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Nous écrivons dans le cadre des grandes autorités, des autres autorités de santé. Et donc là, les établissements en Algérie doivent aussi suivre. D'accord? Mais sur le plan pratique, jusqu'à présent, on n'a pas tout mis en place, on n'a pas mis tous les dispositifs nécessaires pour imposer cette certification à tous les établissements. Mais ils vont y aller au plus tard, dans une année ou deux maximum. Donc, tous les établissements doivent aller vers cette certification. Il y a une autre. Comment agir le leadership pour améliorer les paramètres de check? Alors, leadership, c'est une notion qui a trait à plusieurs disciplines. Donc, le leader dans l'entreprise, qu'il soit le directeur général ou le responsable qualité, donc il doit bien sûr disposer de plusieurs qualités. Donc, en assurant la mise en place de la PDCA, il doit veiller à ce que déjà les actions de la PDCA soient bien mises en place, partant de la planification, le déroulement, arriver jusqu'au check, la vérification. Donc, il y a des outils qui peuvent être mis en place comme des checklists, comme des questionnaires, comme aussi des outils de vérification. Donc, c'est des outils plus ou moins poussés pour décider si l'action mise en place est fiable ou pas. Et par la suite, prendre une décision suivant bien sûr des indicateurs calculés, la mesure d'indicateurs, décider si l'organisation doit apporter des actions de correction suivant le résultat, ou bien continuer des actions d'amélioration continue. Et pour ça, d'ailleurs, vous avez, dans la démarche de résolution de problèmes, vous avez des outils ou des méthodes bien appropriées à la correction, d'autres outils qui sont bien appropriés à l'amélioration. Mais bien sûr, dans une visioconférence, on ne peut pas illustrer tous les outils cas par cas, exemple par exemple, parce que le temps nous manque pour faire une illustration générale de tous les outils, parce qu'il y a une panoplie d'outils qu'on peut utiliser, une panoplie de méthodes aussi qu'on peut mettre en place. Professeur, donc, une dernière question, parce que normalement, il est midi, pour vous donner un peu plus de temps à vous et aux autres et à nous-mêmes, pour reprendre à 13h30. Donc, si vous voulez répondre rapidement. Donc, la question avait à être normalement, pour assurer un management de qualité au niveau des établissements de santé, il faut avoir en premier lieu les moyens nécessaires, humains et financiers. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que je vous parle de réglementation, parce qu'il y a une réglementation stricte, parce que les dispositifs, même s'ils existent, il faut une synergie. Vous avez les acteurs dans l'établissement de santé, mais vous avez l'État qui doit veiller à la mise en place des moyens nécessaires, surtout dans les établissements publics. Donc, il faut disposer de moyens nécessaires pour mettre en place le management de la qualité, parce que sans les moyens financiers et matériels, même si vous avez une bonne intention de mettre en place le système, vous pouvez vous contenter de dresser des bonnes pratiques d'hygiène, peut-être. Vous pouvez dresser peut-être des bonnes pratiques de traitement, mais à un niveau très, très limité parce que vous manquez de moyens, vous manquez de dispositifs clairs, vous manquez aussi de support technique. Alors, l'idéal, c'est d'avoir aussi le matériel nécessaire, c'est de se doter de moyens financiers importants pour pouvoir mettre en place le système de management de qualité. Parce que c'est vrai que le coût n'est pas à négliger, ça coûte cher, mais si l'établissement dispose des moyens et il met le paquet pour obtenir la certification ISO et maintient le respect de cette certification, cet investissement employé est un gage de retour retour d'investissement. Vous allez pouvoir récupérer tout ce que vous avez mis comme argent par le biais de la qualité que vous avez réalisée dans ce système mis en place. Voilà, on vous remercie pour cette première partie. Donc, nous donnons rendez-vous aux autres c'est-à-dire à 15h. Ok, donc à 13h30. À 13h30, s'il vous plaît, nous continuons notre visioconférence. Donc, elle sera focalisée sur des mises en
situation et aussi la mise en place de certains outils de résolution de problèmes comme le diagramme d'Ishikawa, le diagramme de Pareto, etc. Voilà. Donc, nous disons aux autres Merci pour aussi votre toujours. attention. Au plaisir de vous revoir cet après-midi. Oui, on leur dit que c'est toujours le même lien, donc ils peuvent Oui, rester oui, connectés. oui, on rentre dans le même lien. Voilà. Voilà. Donc, صحة يعطيكم صحة. Merci à vous. Nous remercions spécialement vous, professeur, يعطيك الصحة. pour avoir accepté de faire ces deux communications معنا. Avec plaisir. Nous remercions les participants pour leur participation à Merci. ces conférences. Donc, à l'après-midi, Inch'Allah. Merci. Au revoir. Recording stopped.